Figurez-vous que je suis en train tout simplement de scanner mes carottes avec mon téléphone portable pour pouvoir connaître les valeurs nutritionnelles de mes carottes, mais aussi savoir si mes sols lui ont permis d'obtenir un développement optimum. Vous me dites que je suis peut-être fou, eh ben pas tant que ça. Je viens d'avoir une discussion donc avec Vincent qui m'a expliqué le projet qu'ils étaient en train de mettre en place pour un système de scanner infrarouge afin de savoir si, par exemple, un légume comme la carotte, là c'est le premier test qui est fait, comporte bien l'ensemble des valeurs nutritionnelles nécessaires et de pouvoir le faire avec un appareil tout simple qui coûte très peu cher, ce qui était encore impossible actuellement. Donc si vous vous êtes intéressé par ce sujet et si ça vous questionne comme moi, eh ben, regardez la discussion que je viens d'avoir avec. On y explique un petit peu tout le fonctionnement, le crowdfunding qu'ils sont en train de mettre en place et vraiment la finalité de ce projet qui est vraiment très intéressant. Allez, je vous laisse avec, c'est parti. Bonjour Vincent, alors est-ce que tu peux te présenter et nous présenter déjà pour qui tu travailles, dans quelle boutique? Bonjour Thierry, je suis Vincent Levavasseur, je travaille, j'ai commencé en étant maraîcher, je suis installé en maraîchage depuis 5 ans, donc culture de légumes. Et puis je me suis installé, c'est un peu particulier, l'une des premières fermes en France à faire une transition prairie-légumes sans aucun travail du sol. Et donc j'ai pu faire ça avec l'appui du réseau maraîchage sol vivant, qui était déjà structuré dès les débuts des années 2010. Moi je me suis installé en 2015. Et puis avec cette réussite d'installation sur l'année 2015, on a assez rapidement mis en place un réseau assez fort en Normandie, là où je me suis installé, un réseau d'agriculteurs, de maraîchers, donc le réseau maraîchage sol vivant en Normandie, où on a voulu aller encore plus loin dans l'échange collaboratif et la création aussi ensemble des connaissances, des savoirs, de la technique liée à cette nouvelle pratique qui est de produire des légumes sans aucun travail du sol, hein, pas de bêche, pas de binage, pas de butage, pas de motoculteur, pas de fraise, pas de rotovateur, voilà. Et pas de labour non plus, évidemment. Donc c'est qui est vraiment basé sur les sols sont toujours couverts, jamais travaillés, et on apporte le carbone nécessaire à l'activité biologique pour qu'il fonctionne au mieux. Et puis ça fait qu'on a des légumes qui poussent relativement bien, qui ont des bons rendements, qui sont plus résistants aux ravageurs et des résultats économiques du coup assez intéressants dès le démarrage. Avec cette belle réussite, on s'est dit il faut qu'on arrive à et puis il y avait d'autres collègues qui avaient aussi essayé localement en Normandie de faire un peu des choses similaires. On s'est dit il va falloir structurer un petit peu tout ça en faisant davantage de formations par les agriculteurs pour les agriculteurs, en faisant davantage de visites de ferme, en faisant aussi des suivis technico-économiques pour pouvoir rapporter les résultats avec un vrai référentiel. Et on a fait des référentiels technico-économiques, on en a sorti en 2016 et puis on en sortira l'année prochaine qui sera le résultat de suivi d'une trentaine de fermes, dont 10 sur 5 ans. Donc c'est tout ce qu'on a produit. Et puis comme on a une des caractéristiques de notre travail, c'était de tout mettre sur YouTube. Une vraie révolution, c'est les connaissances, les formations que l'on fait, on les met sur YouTube. Ça a très très bien marché. Ça a permis l'essor de gens qui se sont auto-formés sur Internet tout seuls. Et on s'est dit, il faut qu'on continue ça pour toutes les filières parce que c'est une vraie nouveauté. Il ne faut pas s'en priver. Puis ce qu'on a compris sur les sols vivants pour les légumes, c'est les mêmes compréhensions, c'est les mêmes schémas pour toutes les autres filières. Et donc à ce moment-là, avec François Mullet, on a créé Vers de Terre Production, où là l'idée c'était de faire la même dynamique pour le réseau maraîchage sol vivant pour toutes les filières, avec filmer des experts sur tous les socles du sol, hein, les champignons, les vers de terre, les mycorhizes, les bactéries, comprendre tout ça, mais aussi comprendre et voir qu'est-ce qui se passe chez les agriculteurs pilotes qui ont des bons résultats en agriculture de conservation, en arboriculture fruitière, etc. Et donc
Voilà en quelques mots qui je suis. Je suis donc maintenant directeur de Vers de Terre Production. Je suis président de l'association Maraîchage Sol Vivant Normandie. Et puis je reste toujours un petit peu maraîcher. Et puis sur ma ferme, du coup, j'ai dû quand même créer un espace test pour pouvoir me libérer du temps pour pouvoir mener toutes ces activités. Voilà. Ok, c'est vrai que moi je vous ai découvert, alors Maraîchage Sol Vivant il y a déjà quelques années quand vous avez commencé à être sur YouTube, par hasard, hein, comme sûrement beaucoup de monde en cherchant un petit peu voilà, des thèses, des essais de culture. Alors c'est vrai que à la base, Maraîchage Sol Vivant est plutôt destiné voilà, à du maraîchage sur des petites surfaces et pour un usage particulier, mais par contre avec Vers de Terre Production, et c'est vrai qu'avec François Mullet aussi, moi il m'a mis en contact par exemple avec avec Solanco, donc en Normandie, où j'ai pu rencontrer Jacques de Cols et découvrir aussi que voilà, sur des échelles, j'allais dire plus grandes, c'est-à-dire sur des exploitations agricoles de grande dimension, on va dire quelque chose de voilà, pas du maraîchage mais de l'agriculture, on pouvait aussi adapter, pas forcément tous les principes, mais tout au moins une partie et les mettre en application. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant et je pense qu'il y a des façons de voir des partages qui peuvent être faits. Certes, on peut pas appliquer tout. On n'a pas forcément les mêmes problèmes mécaniques voilà, quand on travaille manuellement ou qu'on fait des systèmes, mais c'est vrai que c'est très intéressant à ce niveau-là. Et donc votre système open source aussi, quelque part de savoir, vous a permis certainement de vous faire connaître assez largement. Maintenant, vous avez déjà une belle audience, je pense. Ah bah oui, on a une belle audience parce qu'on a plusieurs chaînes YouTube avec donc Maraîchage Sol Vivant et Vers de Terre Production avec plusieurs millions de vues chacune. Donc ça c'est vraiment énorme dans un monde agricole où il n'y a pas tant de personnes que ça. Et on a une audience aussi très longue. On a des formats un peu spéciaux, un peu étranges de formation qui durent 7 heures, qui quand ils sont remontés durent 3 heures. 3 heures de formation, les gens vont les suivre comme de bout en bout. Et aussi pour rebondir sur le lien en fait entre petite surface et grande surface, il était très fort. Il était très structurant pour nous de pouvoir échanger avec des céréaliers, avec des patatiers sur des grandes échelles. Ça nous a beaucoup aidé à concevoir nos systèmes. En particulier, par exemple, quelque chose de commun, c'est tout ce qui est couverts végétaux. Comment est-ce qu'on va réussir à l'implantation d'un couvert végétal avec une belle biomasse, c'est les mêmes questions, quelles que soient les filières. Donc voilà, c'est important de faire des ponts entre les différentes filières, entre les petits et les gros, entre les bio et les conventionnels. Donc c'est vrai que le maraîchage, c'est plutôt un réseau d'agriculteurs biologiques, mais on a toujours voulu être ouvert et être inclusif dans notre démarche de développement agricole. Non, c'est vrai que c'est très intéressant. Bon, j'ai mes chiens qui ont l'air d'apprécier aussi parce qu'ils aboient. Donc c'est sûrement qui. Voilà, je sais pas si j'ai des voisins, mais bon, bref, ça va passer. Et simplement pour dire aussi, là maintenant vous êtes dans une démarche de présentation. Attends, je vais arrêter 2 secondes. Je vais mettre en pause. Voilà, donc oui, petit arrêt minute, mais c'est bon, c'est reparti, les chiens sont calmés. Et donc, c'est vrai que maintenant, vous êtes dans une démarche aussi d'un système de contrôle et d'analyse un peu particulier pour les végétaux. Est-ce que tu peux m'en dire plus un petit peu sur ce système-là et puis m'expliquer quelle en est l'origine et puis l'objectif, quoi, surtout? Alors oui, on a dans notre trajectoire de développement de réseau, on s'est toujours posé la question quels sont les outils qui vont nous permettre d'accompagner le changement, de mesurer pour savoir là où l'on est initialement, pour savoir si on a progressé dans la démarche. Et donc, quels sont les outils pour connaître déjà l'état des sols, quels sont des outils simples au champ qu'on peut mobiliser pour savoir où en est le sol. Est-ce qu'il a gagné en activité biologique? Est-ce qu'il a gagné en matière organique, donc en réserve? Est-ce qu'il a... Et puis aussi, de la même manière, se poser la question de... est-ce que tout ce que l'on fait, en travaillant au maximum avec le vivant, on n'utilise quasiment aucun fertilisant direct, on a vraiment amendé via du carbone pour pouvoir avoir derrière des légumes qui poussent sans aucun apport chimique ou même organique direct. Est-ce qu'avec cette nutrition-là qui est censée être beaucoup plus puissante, parce qu'il y a davantage d'activités biologiques qui permettent de fournir tous les éléments dont a besoin la plante, est-ce que derrière ça se retrouve au niveau de la qualité nutritionnelle, de la qualité
nutritionnelle. Et puis, il y a, entre les deux, entre les sols et la qualité nutritionnelle, il y a est-ce que la plante est en bonne santé? Est-ce qu'on ne pourrait pas savoir si la plante a des signes de faiblesse, de carence? Et donc, sur tous ces aspects-là, on s'est posé la question, quels sont les outils pour mesurer? D'accord. Et donc, vous êtes parti sur un système qui veut vraiment analyser l'ensemble, j'allais dire, de la plante, afin de comprendre, voilà, si elle peut, si elle est sensible aux maladies et pour quelles raisons éventuellement, voilà, si sa qualité nutritionnelle est intéressante aussi pour les consommateurs, et ça, le mettre en rapport avec les pratiques qui sont actuellement pour chaque agriculteur ou chaque type de pratique, quoi. Voilà, c'est ça. Donc après, quand on veut faire ce travail-là, on se rend compte déjà, première chose, que la mesure aujourd'hui coûte relativement cher. Quand on fait une mesure de sol, ça va coûter 60 €. Quand on va faire une mesure nutritionnelle de base, sans aller chercher très très loin, ça va coûter aussi 60 €. Et donc si on veut multiplier les mesures pour pouvoir avoir un peu de connaissances, ça va coûter très cher. Donc la première chose qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de réduire le coût de ces mesures? Quand on a abordé ce sujet-là, on est arrivé sur regarder qu'il y a des technologies qui existent qui permettent de faire des mesures en temps réel, sans coût par mesure, et c'est juste, on flash un légume et on regarde ou on flash un sol, ou on flash la sève d'une plante, et on regarde, on essaie de voir si on peut découvrir tous les points qu'on aimerait mesurer, et en fait ça fonctionne, ça s'appelle la spectrométrie infrarouge, et l'idée, c'est je flash le légume, ça me renvoie un spectre, hein, on analyse le spectre et on le compare à une base de données de spectre. Donc on regarde, et du coup tout l'intérêt c'est d'avoir une grande base de données. Donc ça, il faut faire finalement une fois la mesure, plein de mesures pour pouvoir constituer une grosse base de données. Et une fois qu'on a cette grosse base de données, on va juste comparer un spectre à la base de données et retrouver tous les paramètres chimiques, ou en tout cas quelques-uns. Et en fait cette technique-là, elle fonctionne vraiment bien, il y a beaucoup de bibliographie sur le sujet. Et donc, par contre, le seul point, c'est que toutes les bases de données sont fermées. Donc, il faut recréer une base de données ouverte à tous, hein, et finalement, c'est ça notre projet, c'est de créer une base de données ouverte à tous d'analyse nutritionnelle, et dans laquelle on va pouvoir piocher pour pouvoir faire derrière des mesures à bas coût, juste flasher le sol, flasher le produit fini, flasher la sève d'une plante, et connaître instantanément sa valeur nutritionnelle. Et plus la base de données sera grosse, plus on va pouvoir avoir de la fiabilité dans les résultats. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que le petit appareil qui permet de flasher, c'est une petite puce infrarouge. Aujourd'hui, il y a des constructeurs d'appareils photo qui ont voulu l'ajouter, comme Samsung qui a voulu l'ajouter dans des appareils mobiles. Donc ça va être juste un téléphone, finalement, ça ne va pas coûter cher pour l'utilisateur d'acheter cet appareil-là. Aujourd'hui, ces appareils-là, ils coûtent entre quelques centaines d'euros et quelques milliers d'euros. Mais en fait, la puce en elle-même, elle vaut quelques dizaines d'euros, voire moins. Et donc, on sait que ça va être une technologie qui va être vraiment pas chère demain, et que ça va être très facile de l'utiliser au quotidien. Et du coup, tout notre travail, c'est de mettre en place une vraie campagne de mesures larges ou participatives, chacun peut participer, avec un protocole qui soit un peu commun pour tout le monde, de manière à ce qu'on puisse demain mesurer quasiment gratuitement tout ce qui nous entoure et connaître les caractéristiques de ce qui nous entoure, et en particulier de nos sols. On sait aujourd'hui que c'est tout à fait possible de flasher un sol et de connaître son taux de carbone, de connaître son pH partout dans le monde. D'ailleurs, ça c'est acté. Personne ne le sait, mais l'appareil existe. Voilà. Alors aujourd'hui, il vaut 3 000 €, mais on pourrait, avec peu de moyens, finalement faire baisser le coût de cet appareil-là, parce que c'est ce qui va arriver par les constructeurs d'électronique. Et puis, ce qui manque réellement, c'est la base de données. Donc, on travaille là-dessus. Et pour ce faire, on a lancé un partenariat avec des Américains qui ont mis en place une logique d'open source sur les données. Donc, ça s'appelle la Real Food Campaign, là, aux États-Unis. Et ils nous ont financé, là, grâce à leur recherche de fonds,
sans analyse de carottes. Donc, on va mesurer 100 carottes en France. Et pour chaque carotte, on ne va pas juste mesurer la carotte, on va aussi mesurer le sol dans lequel il a poussé. Et on va aussi relever les pratiques agricoles. Est-ce qu'on a fertilisé? Est-ce qu'on a utilisé des pesticides, des désherbants? Est-ce qu'on a travaillé le sol en amont? Où en est le sol? Et en fait, comme on va pouvoir avoir du coup les données sur tous les étages, les pratiques agricoles, le sol, la qualité finale. Et en fait, derrière, on va pouvoir y voir plus clair sur quelle est l'agriculture de demain qu'il faut préconiser, quelle est celle qui va vraiment à la fois durablement respecter le sol, à la fois produire quelque chose de nutritif au niveau de la santé, et puis peut-être aussi piloter en temps réel la santé des plantes et savoir s'il y a des carences. Ça, c'est des choses qu'on pourrait faire assez simplement en utilisant des approches aussi nouvelles. Je renvoie aux travaux d'Olivier Husson sur l'oxydoréduction, un outil pour mesurer assez simplement l'état de santé des sols. C'est des choses qu'on va mettre en place avec ces outils-là. Voilà. C'est vrai que ceux qui sont pas forcément, j'allais dire, à l'écoute des pratiques qui sont faites actuellement en termes de recherche sur la qualité des sols vont peut-être être perdus dans l'oxydoréduction par exemple. Oui. Mais celui qui est en conservation des sols s'y intéresse en général. C'est vrai que moi j'ai découvert ça il y a peu de temps. Voilà, j'allais dire, c'est pas de la base physique comme on a l'habitude de le faire en disant voilà, dans mon sol j'ai un pH de autant, j'ai tel minéraux, j'ai tel ça c'est une chose, mais par contre on voit là, on arrive plus dans la chimie, et la biologie particulièrement de la plante, voir la biologie du sol, et c'est en analysant ça qu'on arrive à comprendre exactement, j'allais dire, si la plante peut se sentir bien ou pas, s'il y a eu une carence, s'il y a eu un problème de sécheresse éventuellement, je sais pas, si elle a tous les moyens ou alors des difficultés à s'alimenter, et ça nécessite donc comme tu le disais pas mal de tests. Alors moi je sais que je vais faire partie, on a un champ de carottes avec les collègues en bio, et donc on va faire partie de ce test pour essayer de voir si on peut en tirer des données, mais j'imagine que en analysant petit à petit, alors ça va prendre beaucoup de temps je pense, mais en analysant petit à petit chaque production, on arrivera à déterminer des critères qui font qu'en flashant simplement, on saura que ça se rapporte à telle problématique parce que on l'a découvert, et en mettant en parallèle les analyses complètes, c'est ça, et puis le spectre donc qui sera flashé éventuellement, quoi. Oui, puis en fait l'idée c'est juste de dire demain je veux savoir si dans ma carotte il y a bien des polyphénols, il y a bien des antioxydants, quel est le niveau de vitamines qu'il y a, et l'idée demain c'est je flash et je sais ce qu'il y a, et puis aussi d'avoir des bases de données pour savoir qu'est-ce qui finalement contribue à garantir d'avoir un bon niveau global de polyphénol, d'antioxydants dans une carotte, et qu'est-ce qui, à tous les coups, fait que il y a pas c'est qu'une carotte que de l'eau, quoi. Comment est-ce qu'on peut... Et donc c'est un travail dans le temps ambitieux, mais avec une vraie approche holistique, finalement, que personne n'a vraiment voulu faire, étonnamment. Peut-être que les bio ont un peu peur de montrer que ils sont quand même sur des sols qui sont généralement très pauvres en matière organique, malheureusement, parce qu'ils utilisent le travail du sol pour le désherbage. Donc il se peut que la qualité nutritionnelle des produits bio soit pas si bonne que ça. Il se peut que aussi du côté des conventionnels, que les résultats, ils n'ont pas forcément envie d'aller découvrir réellement la mesure de la mesure de la qualité de leurs produits. Et on est un peu les seuls à vouloir mettre en place vraiment ce débat de qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette. Qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, et puis aussi donner des outils aux agriculteurs pour mesurer, oui, j'ai bien progressé, j'ai bien stocké du carbone au bout d'une année, au bout de 2 ans, et de pouvoir monitorer un peu tout ça. Ça nous semble être la base, hein. Vraiment, je mesure pour progresser. Mesurer pour progresser, c'est un peu un changement de paradigme par rapport à aujourd'hui l'agriculture biologique qui est basée sur un cahier des charges, où on sait qu'il ne faut pas faire ça, dire non, il y a plein de moyens pour arriver à un résultat, mais ce qui compte c'est le résultat final, et du coup ce qui compte ça va être de le mesurer, et c'est vraiment ça les fondements de notre approche.
Donc l'idée, ça serait quasiment de bouleverser peut-être cette hiérarchie qui existe actuellement, où on a une séparation entre l'agriculture biologique qui suit un cahier des charges, l'agriculture conventionnelle qui suit aussi des règles bien entendu, mais qui sont pas les mêmes, et de dire que pour finir, en analysant les choses, peut-être qu'on arriverait à trouver, j'imagine en agriculture de conservation des sols par exemple, avec des réductions d'intrants, tout à fait les qualités nutritionnelles qui pourraient être supérieures à celles de la bio, supérieures à celles du conventionnel, ou vice-versa. On n'a pas forcément le résultat, mais on peut s'imaginer que ça peut mettre en valeur aussi des voies beaucoup plus, j'allais dire que moi je trouverais beaucoup plus saines pour l'ensemble, parce qu'on connaît les limites du conventionnel, on connaît les limites de la bio, et de trouver peut-être une troisième voie qui pourrait être intéressante, quoi. Si au niveau des aboutissements des résultats, vous trouvez quelque chose qui doit être un peu différent, quoi. Et cette troisième voie, elle est pas forcément, elle ne doit pas être dogmatique. Elle ne doit pas être, par exemple, basée sur le dogme du non-travail du sol. Elle doit être intelligente et donc mesurable, quoi. Être sûr que ce que l'on fait soit réellement bon sur tous les plans. On ne peut pas ne regarder que le côté qualité nutritionnelle, il ne faut pas oublier le rendement. On ne peut pas regarder que le rendement, il faut regarder l'impact sur la gradation des sols. Et donc, c'est aussi se doter un peu d'outils d'approche globale, quoi, de ne pas regarder qu'un paramètre réducteur, mais de garder aussi cette vision globale. Et pour ce faire, on a déjà beaucoup travaillé avec le réseau maraîchage sol vivant, et puis maintenant avec la vache heureuse, avec Tour en agriculture du vivant, à essayer de donner des images globales des fermes plutôt que de se concentrer que sur la valeur de la qualité nutritionnelle ou du rendement, et du coup d'avoir un peu la vue d'ensemble, et puis de se dire cette vue d'ensemble, ah oui, elle est peut-être plus cohérente qu'un autre système, et du coup je vais pouvoir aussi finalement mesurer ce que j'ai à gagner à changer d'agriculture, et d'essayer de quantifier ça. Ce serait aussi un bon levier de dire je peux gagner tant à changer à changer mes pratiques demain, parce que je sais que on a mesuré sur des fermes qui sont équivalentes à la mienne, qui sont plus abouties au niveau technique, que on a pu gagner sur tel plan, sur le plan économique, sur le plan du stockage du carbone dans les sols, et peut-être sur le plan de la qualité nutritionnelle qu'on ne veut pas oublier, quoi. C'est un peu, j'allais dire, ça rentre un peu dans l'idée je vais pas dire du Nutri-Score, mais du système qu'on a l'habitude de voir maintenant, en disant, voilà, on veut donner les annotations, ou tout au moins arriver à cadrer en disant, on passe pas sur de l'impression, mais on passe plus sur du scientifique, étant donné qu'on aura des résultats basés sur la science, et non plus sur l'impression d'eux, parce que pour l'instant, on a l'impression que l'agriculture biologique, pour certains, est mieux, pour d'autres, que c'est l'agriculture de conservation, pour d'autres, voilà, parce que ça apporte une qualité nutritionnelle différente. Là, ça mettra je pense des résultats un peu plus scientifiques et un peu plus carrés que ce qu'on a actuellement. Oui, c'est ça. C'est apporter, c'est tout à fait ça. Apporter une exigence sur le suivi, sur le pilotage aussi, pour aider les agriculteurs à bien piloter leur système sur tous ces plans-là. C'est vraiment le fondement de notre développement, agricole aujourd'hui. C'est d'avoir cette approche globale que pas grand monde a aujourd'hui malheureusement, et puis ne pas oublier le côté santé aussi. Ce qui est dramatique, par exemple, on prend n'importe quelle formation en enseignement agricole, il n'y a pas une heure de quel est le lien entre la qualité nutritionnelle et la santé, quoi. Donc on est là que pour produire des calories, mais on ne sait pas si ce sont des calories vides ou des calories denses nutritionnellement. Bon, mais ces sujets-là, ils sont fondamentaux, quel que soit le type d'agriculture. Même un agriculteur conventionnel, il a envie, je pense, de produire des blés qui ont une bonne valeur nutritionnelle. Et c'est important de mettre ce sujet-là au cœur du débat, du débat agricole, du développement agricole. Voilà. C'est vrai que je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, si ça n'a pas encore été fait, bon, déjà, techniquement, c'est quand même assez complexe. Maintenant, on a sûrement des moyens supérieurs à ce qu'on avait il y a ne serait-ce que 10 ans pour pouvoir arriver à ça. Quand on parle de technologie et d'appareils de mesure, c'est sûr que maintenant, sur un smartphone, on a des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir acheter il y a ne serait-ce que 10 ans, parce que ça valait une fortune. Mais donc cet aspect-là, mais aussi la crainte certainement de dire oui, mais alors si on commence à découvrir ça, je vais devoir changer de modèle, devoir être bouleversé peut-être dans mon organisation. Et ça, quelque part,
comme tout humain, on a tous peur à un moment donné de devoir bouger. Bon, je pense que ce qui peut aider aussi, c'est que si on arrive réellement à des résultats intéressants, on puisse valoriser ce type de production et pourquoi pas augmenter les prix. Enfin, à un moment donné, de toute façon, en agriculture, il va falloir qu'on s'en sorte d'un moyen ou un autre. Mais si ça peut permettre une reconnaissance positive de type de production, voilà, qui apporte des qualités nutritives différentes ou voilà, et un ensemble cohérent au niveau de l'environnement, je pense que demain, ça peut peut-être être valorisé différemment aussi, quoi. Bah c'est rapporter de la valeur, apporter peut-être aussi une différenciation aujourd'hui dans un marché mondial où il y a aucune exigence sur les qualités nutritionnelles et du coup de se distinguer sur ce sujet-là. Et puis c'est pour ne pas faire peur justement sur le côté oh là là maintenant il va falloir que je montre les résultats. Avoir de la transparence sur ce sujet-là et puis expliquer finalement et encourager sur qu'on peut peut-être faire quelques petites modifications, et en fait, on va vraiment rentrer dans l'ère de l'accompagnement, des agriculteurs à faire les bons choix pour que ça coûte le moins cher possible, de changer quelques paramètres de sa ferme et avoir les meilleurs résultats qui vont en face. Et puis, du coup, aussi faire monter le niveau, l'envie de produire sainement dans des bonnes conditions pour tout le monde. Et ça, je pense que tout le monde est sensible à ça, mais de ne pas forcément se mettre une pression. Et on n'a pas envie demain d'obliger à atteindre un résultat à tel moment. C'est vraiment essayer de mettre en place une démarche le plus inclusive possible, où on sait que si on va dans cette direction-là, on va pouvoir gagner de l'argent, on va pouvoir retrouver, baisser ses coûts de production, conserver son rendement et en plus en même temps réussir à conserver ses sols, voire à les aggrader et peut-être améliorer la qualité nutritionnelle. Donc c'est avoir un peu cette image un peu globale et puis de dire aux agriculteurs on y va progressivement, il n'y a pas besoin de faire table rase de tout ce qui se fait, c'est d'ailleurs assez dangereux, mais par contre et ça c'est une des révolutions des dernières années, c'est qu'il y a l'information qui peut circuler dans tous les sens. Plus on va avoir d'informations que le voisin ou une ferme dans un contexte très proche du mien a fait telle démarche et il est arrivé à tel niveau, plus ça va pouvoir aussi m'encourager à me dire oui, finalement c'est accessible, c'est pas quelque chose de lointain, très coûteux, très compliqué. Et donc c'est un peu avoir cette approche-là d'accompagnement par l'information qui circule de manière libre. Et les technologies, ça fait 50 ans qu'elles existent de mesure. La vraie nouveauté, c'est la libre circulation des données que personne n'a fait jusque-là. Personne n'a travaillé à développer une technologie en open source où les données qu'on accumulait, on les partageait à tous. Et ça, c'est vraiment là où est la rupture aujourd'hui. De toute façon, c'est dans le courant des nouvelles idées aussi, des nouvelles façons de penser, en disant que voilà, on gagne plus à partager qu'à garder de façon fermée les connaissances. Après, on se doute bien que pour certains sujets, il faut aussi des boîtes privées et puis des financements qui permettent de faire avancer certaines choses. Il y a toujours un parallèle qui peut exister. Oui. Mais bon, vous avez choisi la version ouverte. Alors, vous êtes encore actuellement en recherche de moyens, c'est ça? Vous êtes encore en crowdfunding ou alors il est... Oui, alors on a tout à fait... On a lancé une campagne de crowdfunding au début du mois d'octobre et donc c'est toujours en cours. Donc qui a l'air de pas trop mal marcher si je me trompe pas. Oui, on a pour l'instant doublé l'objectif initial, mais plus on aura de moyens, plus on pourra faire multiplier, accélérer cette dynamique de mesure. Et pour nous, la démarche d'ouverte, c'est une obligation aujourd'hui. Google, tout ce qu'on utilise au quotidien d'un point de vue informatique, c'est de l'open source. C'est plein de briques open source et derrière on arrive quand même à vendre des choses derrière parce qu'il y a de l'accompagnement, il y a du service, donc il y a quand même un modèle économique à créer autour de ça, mais avec une exigence de transparence, de libre circulation des informations et avec le crowdfunding là qu'on a lancé, c'est lancer cette dynamique là et donc je vous invite d'aller sur, on mettra le lien sur BankBank, la plateforme de collecte des dons pour le projet Food Scanner qu'on a mis en place.
D'accord, donc chacun peut participer à son niveau, il y a des contreparties, voilà, donc c'est KissKissBankBank pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, mais je mettrai les liens en dessous, voilà, au niveau des commentaires. Mais voilà, et donc j'allais dire dans la réflexion qui suit ensuite, alors on imagine un résultat, quelque chose qui soit concret ou palpable d'ici combien de temps? Là, il nous faut déjà dès cet hiver, on aura quelque chose pour mesurer la sève des légumes et des céréales, blé, colza, et de pouvoir piloter la sève. On a commencé par la sève parce qu'aujourd'hui, on a des outils pour mesurer sans passer par des analyses labo coûteuses et donc calibrer finalement notre scanner à très bas coût. C'est pour ça qu'on a commencé par la sève. Et puis, il faudra je pense 2-3 ans pour commencer à pouvoir faire quelque chose sur la valeur nutritionnelle des céréales. Mais déjà en un an, on va voir on sait sur la dernière année, on a déjà réussi à faire la sève des céréales, ça fonctionne bien. Il reste plus qu'à le déployer. Donc on voit que les pas de temps sont relativement courts et le gros challenge, c'est de massifier la collecte des données ouvertes. Et ça va être notre gros challenge pour les mois à venir. Ok, un beau défi auquel j'ai voulu porter ma petite contribution en t'interviewant et puis en faisant l'analyse aussi au niveau des carottes. On a cherché, mais pour finir, on a réussi à trouver la connexion. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, qui me rend curieux aussi, parce que c'est vrai que c'est assez novateur, enfin c'est très novateur par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup votre démarche d'open source. Pendant le confinement au mois d'avril aussi, je me suis pas mal accroché à mettre les vidéos et puis à redécouvrir des choses, parce que vous avez mis en avant pas mal de formations. Il y a un nombre de sujets qui sont traités qui sont extraordinaires, quoi. Je sais pas combien d'heures de vidéos vous avez, mais ça doit être assez colossal. Oui, colossal. Et ça s'intéresse aussi un peu à tout, hein. Il y a la vigne, il y a le maraîchage, il y a la grande culture. Il y a vraiment différents sujets, que ce soit du plus théorique au plus pratique. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que d'aller jeter un œil sur Vers de Terre Production. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver aussi éventuellement un site internet où on voit par exemple ce scanner, cette présentation? Il y a un lieu où on peut vous retrouver? Sur Vers de Terre Production. Aujourd'hui, on a mis en avant tout notre travail. Et puis aussi sur le site Maraîchage Sol Vivant, on mettra les liens dans la vidéo. Ok, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Je sais pas si tu avais encore quelque chose à dire éventuellement. Non, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup Thierry pour... de rien. Et puis voilà, je vais couper tout simplement l'enregistrement. Merci à toi. Et puis je pense qu'on se suivra, ou déjà les gens peuvent te suivre éventuellement. S'ils participent, oui. J'imagine qu'ils seront informés de la suite des événements. Et puis moi en tout cas, j'essaierai de suivre aussi l'avancée de ce beau projet. Pour l'anecdote, quand j'ai entendu parler du projet, ça m'a donné une idée, et on en parle vaguement dans le bouquin que j'ai mis en vente là dernièrement, à la fin sur un paragraphe un petit peu futuriste où un agriculteur justement découvre la possibilité découvre ou plutôt utilise couramment ce type d'appareil justement pour vérifier ses productions, et je trouve que ça fait partie des belles histoires certainement de l'avenir de l'agriculture, quoi. Merci en tout cas.